Bonjour et excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver ce matin du 23 septembre. Donc le mois de septembre touche à sa fin. Mais cette fin aura été marquée par cette rentrée scolaire. Donc c'était hier. Des milliers d'élèves ont rejoint les bancs de l'école. Et aujourd'hui, on parlera d'une frange de la société qui n'est pas en reste par rapport à cette rentrée scolaire. Il s'agit en l'occurrence des personnes aux besoins spécifiques, des nouveautés, des lois qui seront votées en leur faveur en ce début d'année. Et nous en parlerons essentiellement avec notre invitée, Madame Farah Assid, qui est la présidente de la Fondation Elias pour l'autisme, donc dont le témoignage, bien sûr, pourra nous apporter un éclairage très important par rapport aux personnes aux besoins spécifiques ce matin. Et puis, nous serons ravis aujourd'hui de recevoir l'interprète de musique andalouse. Il s'agit donc de la talentueuse Lila Borsali qui monte sur scène le 3 et 4 octobre prochain. C'est toujours pour marquer la rentrée en Nouba. Elle nous a habitués à ces spectacles où vraiment la musique andalouse trône et bien sûr fait le plaisir de tous les fans et mélomanes de cette musique savante. Et puis bien sûr, c'est un double événement pour l'artiste. Le 3 et le 4, il y aura cette rentrée en Nouba, mais aussi la présentation de son tout nouvel album. Et bien sûr, dont elle nous parlera aujourd'hui sur le plateau. Bon, alors on reste dans le volet culturel, mais cette fois-ci avec Samira Hadjamar qui, dans sa rubrique Écume et patrimoine, va nous parler voilà, d'un patrimoine dont on ne parle pas souvent. Il s'agit du patrimoine archéologique subaquatique. Le détail, vous le verrez avec notre amie Samira Hadjamar dans un instant. Et puis dans un autre volet, celui de la santé, nous recevrons le docteur Enya Srir qui est nutrithérapeute. Elle nous parlera de nutrition et bien sûr en faveur des enfants. Les écoliers, bien sûr, sont au cœur de notre pensée par rapport à cette rentrée scolaire et par rapport à toutes ces mauvaises habitudes acquises tout au long de ces longues vacances qui ont duré presque 4 mois. Donc, on va voir de quelle manière transiter vers l'année scolaire sans trop les perturber. Alors, voilà qui est dit par rapport à cette matinale où nous parlerons également de sécurité routière avec, bien sûr, notre amie Hasna Zoberi dans Safety Road. Elle va nous rejoindre dans un instant pour nous parler de la rentrée sociale, bien sûr, et de certains acteurs très précieux qui veillent à notre protection au quotidien. Donc, merci infiniment pour votre attention. Tout de suite, c'est le départ pour notre magazine et comme d'accoutumé, nous débutons avec un point météo. Aujourd'hui, c'est Amal Naribi qui nous donne les nouvelles du ciel. C'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir Yasmine Ouadiyad, justement, aux commandes, donc, dont on vient de l'entendre. Oui. Et hop, donner bien sûr le signal, le là pour le démarrage de notre émission. Exactement, donc, ça fait bonjour plaisir. Amel, ça fait Bonjour plaisir de Nadia. retrouver les amis des exactement. autres émissions. Très jovial. Voilà. Ça va ce matin? Oui, ça va. Contente? Oui, très. Par rapport à hier, oui, on a eu quand même des pluies localement assez marquées. Oui. Aujourd'hui, ça sera une petite accalmie au nord, mais Très toujours bien, des mais pluies j'ai au remarqué sud. que le taux d'humidité était très élevé entre hier et aujourd'hui. Moi, nous sommes à Alger, Oui. mais avec vous, on va parcourir le territoire national et Allons-y. même on va aller au-delà. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors allez-y. C'est moi. Merci Nadia. Merci Bonjour à beaucoup. tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, une petite accalmie se fera sentir au nord avec un ciel partiellement voilé sur les régions de l'ouest et le centre avec des cellules orageuses qui vont se développer cet après-midi vers l'intérieur et le plateau de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura toujours un ciel souvent voilé à nuageux avec des averses orageuses sur les côtes est et des formations cumuliformes vers l'intérieur, les hauts plateaux de l'est, également vers les Aurès. La moitié sud connaîtra toujours un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies orageuses du sud-ouest vers la Saoura, le Nord Sahara également les oasis
Également, quelques pluies par endroits, cette fois-ci vers l'extrême sud, le Ghat Assili et le Sahara oriental. Et à noter des vents forts aujourd'hui vers le Sahara central et le Gare, avec des de sable. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents vers ces régions. Côté Mercure, eh bien, météo Algérie prévoit des températures assez clémentes, avec toutefois le maximum 27 degrés du côté de Tlemcen, Oran, Alger, 26 à Tizi Ouzou, 25 à Annaba, Constantine, Sétif et Batna, 24 degrés à Djelfa, au sud 27 degrés à Biskra, 30 Béchar, 31 à Gardaïa, 33 à Tindouf, 36 à Tamanrasset, 39 à Elizi, 40 degrés vers Janet Adrar, 41 vers Insalah, pardon, et 42 à 43 degrés de Ingzen vers Borj Bedjumortal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes est, mais plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-ouest, et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes centre, et les vents seront de secteur ouest à sud-ouest. Et bien sûr, on termine ce bulletin pardon, avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le coucher du soleil se fera vers 18h42. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup. C'est moi qui Amel. merci. Donc la température est en train de baisser à l'est. Exactement. Voilà, donc la chaleur se déplace vers l'ouest et le centre aussi. Hier c'était 31, il me semble à... 27 à l'ombre, donc on peut le ressenti 30, ouais. Voilà. Oui, le ressenti 30 du côté d'Annaba aujourd'hui, c'est Oran Voilà, et Tlemcen exactement. qui vont profiter du beau temps. On Ouais, vous souhaite en pourquoi tout cas de passer une agréable journée sous le soleil. N'hésitez pas à prendre une gorgée d'eau, Amel. Tout à l'heure, oui. Le temps pour moi d'annoncer la suite pour ce qui vous concerne, mesdames, messieurs. Alors tout de suite, on vous offre une première chanson. Il s'agit d'un cover d'une chanson qu'on aime tous, qu'on a tous redonné étant enfant ou adulte. Il s'agit de Koumtara, facile à chanter, avec justement ce trio, le trio Koumtara, donc qui nous a interprété ce très joli cover. Alors on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin et d'autant plus que Samira est là pour justement encore égayer ce plateau. Bonjour Samira. Bonjour. Très heureuse de te retrouver Merci ce matin. beaucoup. Très heureuse aussi de parler de notre patrimoine en écume et patrimoine qui est ta rubrique. Absolument. Oui, avec- Voilà, qui nous permet permet toujours d'avoir des découvertes et des pépites. Hein. des C'est découvertes, des génial. rappels, de belles choses qui composent le patrimoine immense de l'Algérie. Et aujourd'hui, en particulier, on va parler celui du subaquatique, celui qui se On va trouve- plonger. On va plonger. On aimerait bien plonger, même On si la aimerait mer est bien, un peu oui. agitée. Enfin, je crois. Elle est un Oui, peu il y avait agitée. des petites vagues comme ça sur Voilà. la carte tout à l'heure, effectivement. Donc on a un patrimoine, on a déjà d'abord une bande côtière littorale de 1600 km. Absolument. Voilà, Pendant longtemps, moi je disais 1200. Alors maintenant, c'est 1600. maintenant ils ont à bien peu près. calculé Voilà. et c'est 1600 de côte 1600. quand même. C'est Et donc énorme. sur ces côtes, il y a beaucoup, sur ces côtes, il y a eu des forts génois, notamment au XVe siècle, et il y a eu des forts déjà qui ont été construits par les Ottomans à l'époque, au XVe siècle. Oui, tout à fait. Voilà, et il y a un patrimoine qui existe sous l'eau. Il y en a à peu près, normalement, hein, il y en a partout, Oui. parce que La Méditerranée, du temps des Ottomans, était très animée. elle était déjà animée Non, bien mais avant par les gens de la mer, par les Absolument, Phéniciens, les par Phéniciens, tous, les Romains aussi, sont tous arrivés pratiquement par la mer. par la mer. Et souvent, il y a eu des naufrages, souvent il y a eu des bateaux qui ont coulé pour une raison ou une autre, souvent il y a eu des batailles aussi qui ont eu lieu près des côtes.
tous ceux qui ont voulu attaquer Alger. On peut rappeler celle de Charles Quint, qui, elle, a coulé dans la baie d'Alger. Et il y a eu énormément de bateaux, énormément de galères, énormément de voiliers qui sont coulés dans cette zone. Ce n'est pas le seul cas, c'est des choses qui ont eu lieu depuis toujours, je pense, depuis l'Antiquité. Et donc, c'est vrai, hein, le dernier roi numide est mort justement sur son navire, paraît-il, voilà. Juba I a été tué sur sa galère, ou je ne sais pas comment on appelle cet embarcadère à l'époque. Voilà. Une galère, sûrement une galère. Toujours une galère. Voilà, donc en parlant de Juba I, ça m'a fait penser à Juba II, et on sait à peu près que Chefchaouen a été, donc l'ancienne capitale de Mauritanie, était le premier centre de recherche archéologique sous-marine en Algérie. C'est quelque chose qui a commencé, je pense, avant l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu des fouilles qui ont été faites, il y avait un service des antiquités, et des choses ont été retrouvées. En général, qu'est-ce qui est retrouvé dans ces zones? On retrouve des artefacts, on retrouve des meules qui servent à moudre, à l'huile en fait, voilà. Des amphores aussi. Des amphores aussi, on trouve des pièces de monnaie, on trouve des épaves de navires, c'est-à-dire des choses en bois. On retrouve... on n'a pas retrouvé de trésor, mais le trésor, c'est avec des pièces en or et des pièces en argent. On a retrouvé des plaques en plomb. Mais peut-être rappeler déjà que c'est un travail qui est entrepris par le ministère de la Culture et du Centre national de recherche archéologique. Le CNRA, ils ont des spécialistes, ils ont des archéologues qui planchent, notamment Nazim Ben Salah. On l'a déjà reçu au Bonjour d'Algérie et à Canal Algérie. Il y a un travail les moyens technologiques aussi ont évolué depuis quelques décennies, donc on arrive à observer le fond marin avec beaucoup plus d'aisance. On arrive à l'observer, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est très difficile, puisqu'il est très difficile de déplacer les choses qui sont découvertes. Parce qu'à partir c'est des choses qui sont depuis des milliers d'années sous l'eau, ou des centaines d'années, donc elles ont subi l'affect du sel. Donc si on les sort de l'eau, elles risquent de s'autodétruire, en fait, tout en séchant. On risque de les fragiliser davantage. Absolument. Si on les déplace. C'est pour ça il y a dans le Code du patrimoine, on a prévu ce genre de choses. Et donc les gens qui retrouvent des choses, les plongeurs, les nageurs, les gens qui vont sous l'eau, normalement, ils doivent les remettre soit au musée, soit... Il y a même un service, je veux dire, au niveau de la gendarmerie ou au niveau de la police, ils sont maintenant formés sur ce genre de choses. Mais l'idéal, c'est de les donner, par exemple, au musée de la ville où on habite, parce que du patrimoine subaquatique, on en a retrouvé à Annaba, on en a retrouvé à Tipaza, on en a retrouvé à Alger, on en a retrouvé à peu près dans toutes les villes côtières d'Algérie. Donc il y a un projet qui est en cours depuis plusieurs années. L'Algérie s'intéresse au patrimoine subaquatique depuis plusieurs années. Il y a des choses qui ont été retrouvées dans les années 90, et c'est ça peut-être qui a commencé à alerter le secteur concerné. Et après la décennie noire, donc à partir des début 2000, des choses ont commencé à être entreprises, notamment de création du CNRA, de la formation des plongeurs. On a des partenariats. On a un partenariat notamment avec Euromed. On a eu un partenariat avec Euromed Héritage en 2005 qui a permis de découvrir au niveau de Cap Matifou, de retrouver le site du naufrage du navire Sphinx. Donc c'est un navire de la Royal Marine française, un bateau à vapeur, je crois l'un des premiers, et il a coulé dans la baie de Matifou, de Cap Matifou. Donc c'est une bonne chose. Ça renseigne sur le temps, ça renseigne sur l'histoire, ça renseigne sur les objets qui étaient utilisés à l'époque, sur le mode de transport. Oui, mais en parlant justement de cette baie d'Alger, plus précisément au niveau de l'Amirauté, il y a eu découverte aussi de plusieurs canaux. Qui dénote un petit peu de l'effervescence qu'il y avait du temps de la régence d'Alger. Il y avait des canons aussi, un canon du moins. Il y a eu plusieurs canons, mais ceux qui ont été découverts
qui sont très intéressants. C'est au Rocher Plan, c'est le port de Hamdania. Au moment où ils construisaient le port, ils ont trouvé 23 canons. Ils sont sous l'eau, ils sont toujours sous l'eau. Il y a un projet qui est en cours avec l'UNESCO pour justement la protection de ce genre de choses, de créer des zones où le patrimoine subaquatique sera protégé. Voilà, donc c'est des canons de Hamdania à mon avis, le port de Hamdania du côté de Cherchel. Mais ici, on peut retrouver des choses. Hein. Après, selon l'importance, il faudrait maintenant un canon balai qui a été déplacé. Les gens aussi déplacent. Hein. Par curiosité, les plongeurs, quand ils trouvent des choses. Peut-être. À Voilà, la recherche exactement. d'un éventuel trésor, comme vous disiez tout à l'heure, Samira. Toujours, les gens ont l'impression de découvrir un trésor. Ils vont découvrir, ils pensent que c'est le Titanic avec le diamant, avec je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent. Mais Oui. il est protégé, c'est un patrimoine qui est protégé. Donc il y a des sanctions. On ne peut pas prendre quelque chose qu'on a découvert comme ça, surtout s'il date et il est très ancien. Voilà, donc l'idéal c'est de le donner au service des musées ou de l'archéologie. Voilà. On les a vus passer les images. On a vu les images. Donc on rappelle aussi qu'il y a du travail qui est fait par les universités, notamment celle de Tipaza. Il y a beaucoup de plongées qui sont réalisées, il y a du travail qui est fait. Et par exemple, c'est accompagné d'expositions. On peut voir des choses au musée national maritime, celui qui se trouve justement au niveau de l'Amirauté. Exactement, on peut voir des choses là-bas. Il y a des amphores, il y a des explications sur le déroulé. Déjà, l'endroit est intéressant puisqu'il s'agit du premier port, normalement, du premier port d'Alger, et que c'est les Khaireddin Barberousse qui l'a construit, qui a commencé ne serait-ce la jeter. C'est la digue de Khaireddin, on Oui, l'appelle. il a rassemblé, il y avait à peu près 400 îles qui étaient autour d'Alger. Il a commencé à les rassembler à partir de la forteresse justement, qui a été là où il y a le phare d'Alger. Pénon espagnol, La forteresse espagnole, qui était commandée par de Vargas. Donc déjà ça, quand il y a eu l'explosion, c'est parti dans l'eau. Il y a certainement beaucoup de choses tout au long des côtes algériennes. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Et donc c'est un patrimoine à protéger. Et il y a des choses qui sont faites par le CNRA notamment, qui dispose d'un laboratoire, qui fait dans un premier temps un dessalement. Il y a de la coopération qui est faite avec d'autres pays, notamment avec l'Italie, avec la Grèce, pour sans oublier les clubs de plongée qui sont aussi, bien sûr, des fois qui ont une double casquette, celle d'associations à l'instar de Récif, qui est une association très active pour la sauvegarde du patrimoine sous-marin et aussi pour la sauvegarde de la beauté aussi de ce rivage. Oui, il y en a beaucoup qui font de belles actions, ne serait-ce que pour le nettoyage de la mer. Mais il y a beaucoup d'associations, notamment à Annaba, Al-Qala aussi, il y a du patrimoine. À Skikda, le Grand Bleu. Qui alertent, qui aident et qui localisent parfois avant les services de la culture, qui localisent des objets et qui informent les directions de culture ou le ministère, globalement le ministère de la culture, pour qu'il y ait justement des études de la protection, des campagnes de sensibilisation envers les citoyens, parce que les citoyens peuvent malgré eux piétiner un objet ancien sans le savoir. On peut rappeler que dans le village d'El Marsa, c'est pas très loin d'Alger, c'est un très joli village où on peut acheter du poisson déjà, hein. Il est près de la mer, il y a à peu près une dizaine de meules. Elles pèsent très très lourd, hein. Mais elles sont visibles, c'est-à-dire en descendant à la plage, on peut les voir, c'est un spectacle très joli à voir. Et elles sont très lourdes, elles n'ont pas été déplacées parce que c'est un peu compliqué. Il y en a à peu près une dizaine. Donc elles sont visibles, on peut les voir celles-là. Merci beaucoup Samira. Donc j'imagine que les riverains vont regarder leur plage et El Marsa différemment à partir de Les riverains savent. Ils vont un petit peu prêter attention à ces petits objets qui racontent toute une histoire comme vous venez de le faire. Les faire. riverains savent parce que la plupart d'ailleurs, il y a beaucoup de pêcheurs là-bas. Mais par contre les visiteurs, où les gens devraient aller pour découvrir, c'est très très joli à voir.
Merci. Comme visiter le musée des Maritimes qui est ouvert tous les mardis. Merci beaucoup. Vous pouvez également visiter désormais une vraie maison qui a toute une âme et toute une histoire. Elle a été habitée par des chantres de la musique andalouse et du shabi à l'époque, à l'instar de l'Anqa et tant d'autres. Aujourd'hui, elle porte le nom c'était le ténor à l'époque. On le surnommait le ténor Bachtarzi à l'époque. Absolument. Donc, il avait aussi instauré beaucoup de traditions dans le domaine culturel. Il méritait justement tout cet égard. Il s'agit de Dar Bachtarzi en l'occurrence. C'est en basse Casbah qu'on la trouve et désormais c'est un lieu culturel sous l'égide des établissements agriculture et qu'on va visiter tout de suite avec Majda Jahmoun. Dar Bachtarzi, situé au cœur de la Casbah, ce lieu emblématique qui fut autrefois le repère du grand artiste Mahieddine Bachtarzi, renaît après une restauration complète. Inauguré par un concert de musique andalouse, cet édifice historique se veut un carrefour d'échanges entre artistes et visiteurs. C'est pas ma première visite, mais c'est la première fois que je viens à Alger. C'est sublime, très impressionnant. Et je suis ravie de pouvoir assister à ce concert et à cette inauguration. C'est un peuple magnifique et je suis très contente de découvrir leur histoire et leur pays. C'est fabuleux. Le cachet architectural de l'édifice a été préservé après sa rénovation. Je voulais faire visiter la Casbah à ma femme et franchement, on a beaucoup aimé. On est venu visiter la Casbah, c'était magnifique. Ensuite, on s'est dirigé vers ce magnifique palais pour profiter d'un bon petit thé en face d'un concert de Charbi. C'était excellent. J'ai aimé la musique, le beau décor, on voit que ça a été rénové il n'y a pas longtemps. C'était franchement magnifique. Nous avons pris un thé et écouté la musique andalouse. C'était génial. Derrière cette renaissance culturelle se cache un grand nom de la scène artistique algérienne. Cette rencontre culturelle et artistique, supervisée par l'établissement des arts et de la culture, célèbre la naissance du mouvement culturel national. Mahieddine Bachtarzi fut l'un des premiers à rejoindre le conservatoire d'Alger en 1925. Il s'est installé ici et c'est ainsi que sa carrière a débuté dans l'art du théâtre. Quand on parle de Bachtarzi, c'est un peu le Shakespeare de l'Algérie. Avec ses décorations raffinées et son ambiance évoutante de musique haouzi, Dar Bachtarzi redonne une nouvelle dynamique à la Casbah et promet de devenir un lieu incontournable pour tous ceux qui veulent renouer avec le patrimoine culturel algérien. Voilà, c'est une belle manière justement de renouer avec notre patrimoine, un autre lieu qui vient enrichir justement tout un chapelet de lieux sous l'égide des établissements agriculture. On salue cette belle initiative en tout cas. Et quand il s'agit de renouer, il y a aussi un renouement avec les bancs de l'école pour les écoliers. Et bien sûr, il y a une frange de la société, je le disais tout à l'heure, qui n'est pas en reste de cette rentrée scolaire, rentrée sociale également. Il s'agit des personnes aux besoins spécifiques et aujourd'hui, honneur à une association justement qui veille au grain par rapport aux autistes et essentiellement l'association, donc plutôt la fondation Elias pour l'autisme, présidée par Farah Hassid, qui est d'ailleurs présente avec nous, qui a l'honneur justement de représenter cette grande famille justement des personnes en situation de handicap. Bonjour et bienvenue Farah. Bonjour Nadia. Comment bonjour allez-vous? tout le monde. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Fraîchement le matin et on espère en tout cas que cette année soit une belle année pour toutes les personnes justement qui sont atteintes d'handicap dans notre pays. On l'espère toujours. On l'espère toujours. Voilà, donc c'est le début de l'année. On commence. Oui. On commence avec nos enfants et puis avec tous les enfants à besoins spécifiques sans exception, pas uniquement les enfants avec troubles du spectre autistique. Absolument. Voilà. Mais ceux qui sont atteints de troubles autistiques ont parfois la chance d'intégrer l'école normale, d'être sur les bancs de l'école, mais à condition d'être accompagnés, on le sait bien. Oui, pas tous, mais une grande partie, déjà pour leur permettre de s'adapter au milieu scolaire. Il est préférable les premiers temps qu'ils soient accompagnés.
Voilà. Et pour les autres cas où vraiment ils en ont besoin durant toute leur scolarité, effectivement, c'est un besoin spécifique. Oui, absolument. Ils ont énormément de besoins, mais ils ont aussi un grand besoin d'inclusion. Les personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit, ont aussi besoin de faire partie de cette société, d'être une partie intégrante de cette société d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs votre cheval de bataille, vous en tant qu'association, vous en tant que fondation également. Normalement, c'est quelque chose de normal et de naturel. L'inclusion ne concerne pas uniquement les enfants à besoins spécifiques ou les enfants autistes. D'ailleurs, dans le terme inclusion en lui-même, il y a cette notion d'exclusion, c'est-à-dire ce sont des enfants qui n'arrivent pas à se faire accepter et que nous devons accompagner pour justement leur faciliter la tâche, leur faciliter l'adaptation et l'acceptation. Dans le handicap en général, on parle d'accessibilité. Oui. Et dans le handicap entre guillemets mental, après on parlera aussi de ces dénominations un petit peu obsolètes, dans le handicap mental, il s'agit d'adaptabilité. Tout à fait. Il y a deux termes dont il faut tenir compte désormais. L'accessibilité, c'est quand on a un handicap moteur en général, l'accessibilité au lieu de stationnement, l'accessibilité par le biais d'ascenseurs, d'air justement, de passage, aménagement de l'espace urbain. Voilà. Absolument, exactement. Absolument. Mais vous êtes souriante aujourd'hui parce qu'il y a des nouveautés cette rentrée sociale. Oui, il faut bien garder le sourire de toute façon. Mais bon, cette rentrée sociale amène aussi dans son sillage des nouveautés. Des nouveautés, une exclusivité, une nouveauté, une révolution. Il faut appeler un chat, c'est cette transformation numérique pour laquelle notre pays est en train d'œuvrer. Et donc nous avons eu cette chance cette année d'inscrire tous nos enfants sur une plateforme numérique. Donc tous les enfants, y compris les étudiants en université, parce qu'il y a aussi des universitaires qui sont maintenant universitaires. Oui, bon, il y en a toujours eu, mais là, on les met en exergue parce que ce sont des cas plus ou moins délicats. Donc, tous ces enfants, tous ces élèves, tous ces étudiants ont pu s'inscrire à travers la plateforme, ce qui nous a un petit peu débarrassé, excusez-moi de dire le terme tel que je le pense, des entraves liées un petit peu aux appréciations humaines. Oui. Absolument. Vous voyez, donc je comprends parfaitement. C'est terminé. Cette fois-ci, on n'est plus passé par les directeurs d'école, etc. Voilà. Nous avons une inscription, disons, à chance égale. À chance égale, tous les enfants ont maintenant un numéro d'identification scolaire. Ensuite, évidemment, pour ce qui est de l'adaptation en classe, etc., il va falloir faire en sorte que ces enfants soient dans les meilleures conditions possibles. Il faut aussi que les parents prennent un petit peu leurs responsabilités et évaluent leurs enfants dans les centres psychopédagogiques avant de les inscrire, histoire de savoir si vraiment ça va leur permettre si leurs enfants sont prêts à être scolarisés ou pas. S'ils ont cette aptitude, cette capacité d'intégrer justement ou bien s'il leur faut un peu de temps. Oui, on avait reçu il y a quelques jours justement une personne atteinte justement du syndrome, comment on appelle ça, c'était un enfant de la Lune. Oui, et donc là aussi, il suffit de quelques petites choses pour des réaménagements au sein d'une école qui sont à la portée justement des établissements, des parents, des comités justement de parents d'élèves et qui peuvent peut-être permettre à ces enfants de s'épanouir. C'est exactement ça. On parle d'aménagement, d'adaptation. Certains enfants autistes ont justement ce problème d'hyper sensorialité. Ils ne supportent pas beaucoup le soleil, ils ne supportent pas beaucoup la lumière, etc. Donc on demande un petit peu aux professeurs de tirer les rideaux pour certains élèves. Donc c'est un petit peu le même souci pour les enfants de la Lune qui justement ne peuvent pas en réalité sortir en plein jour. Voilà, comme vous êtes, on profite aussi de parler des autistes en particulier ou des autres troubles d'ordre, comme vous disiez tout à l'heure, mental. Donc la Fondation Elias se bat aussi en faveur de ces enfants. Ils sont inscrits, pour certains, vous le dites, mais ils ont aussi besoin d'un élément très important, l'auxiliaire de vie.
Absolument. Que dire sur ce point en particulier, justement? L'auxiliaire de vie Où en est-on? Oui, alors, bonne question. Je vais vous dire clairement, en fait, cette question. En fait, la période la plus inclusive de nos enfants a été durant la Covid. Paradoxalement, c'était la période où nos enfants ont été les mieux inclus, où toutes les règles ont été facilitées, où les aménagements pédagogiques qui étaient faits pour tous les enfants, tous les élèves sans exception, nos enfants en ont bénéficié. Le rôle de l'auxiliaire de vie scolaire a été facilité. Elles ont été autorisées à rentrer en classe de composition et même d'examen. Donc c'était la période la plus inclusive. Maintenant que nous sommes revenus à ce qu'on appelle la normalité. La normalité, effectivement. La normalité, bon, c'est un terme aussi relatif. Oui, entièrement d'accord avec vous. Pour nous, bon, c'est autre chose. Mais maintenant qu'on est revenu à la normalité, nous avons l'impression d'être revenus. D'avoir reculé un peu. D'avoir reculé un peu. Donc nous sommes revenus 3 ans en arrière avec les mêmes blocages, les mêmes problèmes. Les auxiliaires ont été interdites d'entrer dans les classes d'examen et quelquefois dans les classes de composition de 3e trimestre. Il faut souligner qu'elles accompagnent quand même l'élève pendant les cours, pendant le cursus, à part cette phase d'examen. Et ça, c'est pas normal, parce que c'est là où il a besoin le plus de ce soutien. Parce que j'ai vécu une expérience à travers une amie dont l'enfant est dyslexique. Il est dyslexique même pendant l'examen. Comment le priver de son auxiliaire de vie? Donc ça a diminué ses chances. Il est passé en classe supérieure avec beaucoup de difficultés. Voilà, donc ils sont nombreux dans ce cas. Elle l'accompagne en classe, elle lui explique les questions lors des... Elle lit à sa place. Des fois à sa place, elle lui explique les questions pour qu'il puisse répondre. Et lors des compositions, on n'a plus le droit de l'accompagner. Là, il y a une contradiction vraiment à relever. Justement. Et là, nous avons un cas spécial, les troubles 10. Donc, les dyslexiques, ce n'est pas un trouble à proprement dit mental. Vous voyez, donc c'est pour ça que cette histoire... Mais ils n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à noter, donc ils ont besoin de quelqu'un qui note pour eux, qui prenne... Pour la plupart, ils lisent à l'envers, ils inversent les lettres, les mots, les syllabes, des fois les phrases. Donc, et c'est pas de leur faute. Il faut quelqu'un pour un petit peu leur faire gagner du temps. Et certains sont extrêmement intelligents. J'ai eu des enfants incroyables. Tous les enfants sont intelligents. Sont intelligents. J'aime bien comment vous le dites. Tous les enfants, sans exception, sont tous intelligents. Et moi, j'adhère à 100%, Madame Assis. Je suis avec vous. Parce que vous savez, je vous assure que maintenant, les dernières recherches, quand on parle, qu'est-ce qu'un retard mental? Oui. Absolument. Non, parce que le retard mental n'a rien à voir avec tous ces troubles qu'on vient de... C'est un retard mental. Mais même le retard mental, il cache en lui une certaine intelligence. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? Une sensibilité aussi. Oui, bien sûr. Donc la sensibilité, la compréhension d'une situation, c'est une intelligence. Absolument, ce qui ne les empêche pas de pouvoir accéder au marché du travail avec un savoir-faire qui émerge en général. Ils ont toujours un don pour quelque chose. Il faut juste être à l'écoute, les booster, les accompagner. Les accompagner, leur faciliter la tâche qui est déjà dure pour eux. À la base. En tout cas, on sent une volonté de la part des pouvoirs publics d'accompagner cette frange de la société qualitativement, c'est-à-dire de remédier un petit peu au manque qu'il y avait ici et là. Et pour preuve, des lois nouvelles ont été quand même instaurées depuis quelques mois déjà. Oui, alors pour ce qui est des lois, effectivement, avant de parler des lois, il y a une volonté politique, il y a des instructions claires qui ont été données par le président de la République depuis 2021 pour trouver justement les mécanismes adéquats. C'est-à-dire que les sonnettes d'alarme, tout ça, on l'a fait. Pendant des années. On vous a accompagné d'ailleurs pour cette lutte. Exactement. Nous remercions les médias et Canal Algérie tout particulièrement, qui nous a toujours accompagnés, qui a été une tribune pour nous, pour faire passer des messages sincères, réels, et pour le bien de tous finalement. Et donc, d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'actualité, aujourd'hui l'Assemblée populaire nationale reprend ses activités et la première loi qui va être traitée, ça va être le projet de loi qui protège les personnes en situation de handicap.
C'est une belle avancée. C'est une belle avancée, mais nous sommes vigilants, nous accompagnons justement cette étude parce que malheureusement, il n'y a pas de représentation du handicap dans le Parlement. C'est-à-dire que nous n'avons pas un représentant. Donc nous faisons appel aux élus, aux parlementaires, aux députés pour qu'ils puissent faire passer nos messages. Donc vous imaginez, ce sont des intermédiaires qui ne maîtrisent pas le sujet. Bon, c'est mieux que rien. Vous avez été consulté pour ces lois, dites-moi. C'est-à-dire est-ce que la société civile a contribué à l'élaboration ou au cheminement justement lié à ces lois qui ont été instaurées? Il faut justement savoir que la création d'un observatoire national de la société civile a été fait justement pour faire en sorte que la société civile s'organise, pour qu'elle se spécialise, pour qu'on mette en exergue les compétences des uns et des autres, pour qu'on évolue dans le bon sens. Et nous sommes aussi, la Fondation est membre fondateur du réseau Développement et Droits de l'Homme qui est en partenariat avec l'Observatoire national de la société civile. Pourquoi? Justement pour faire avancer le côté droit humain, et c'est un groupe d'associations qui travaillent, c'est-à-dire qui sont en rapport avec toutes les catégories vulnérables de la société, les droits de la femme, les droits de l'enfant, les personnes en situation de handicap, de maladies rares, les personnes âgées. Donc nous nous sommes regroupés, chacun avec sa compétence et son expertise, parce que maintenant il faut parler d'expertise, maintenant on doit élever le niveau, on doit un petit peu faire évoluer les choses vite et bien. Donc, grâce à cette organisation, on nous a fait confiance quand même. Donc, c'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Maintenant que vous avez une écoute, maintenant qu'il y a un écho à votre cri. Voilà, on nous encourage. Vous avez par exemple ce projet de loi qui a été adopté au Conseil des ministres au mois de juin 2024. Et maintenant, il va être étudié par les parlementaires avec notre aide. Excellent. On compte sur nous. Et donc, nous allons faire en sorte que beaucoup de choses soient corrigées. Il faut savoir qu'une loi... autant pour la terminologie dont on parlait tout à l'heure, l'accessibilité, l'adaptabilité. Donc voilà, parce que vous avez défendu ce droit à l'adaptabilité également. Absolument, la classification des handicaps qui est maintenant reconnue. Nous avons la chance d'avoir un décret présidentiel qui a ratifié les conventions internationales, qui a fait en sorte, et sans réserve, je tiens à le préciser, et qui a fait en sorte que ça devienne des lois algériennes. Excellent. Donc c'est sur ça, ça a été ratifié en 2009, et c'est sur ce décret présidentiel, c'est sur ces lois qui sont devenues nos lois qu'on doit travailler le nouveau projet de loi, rectifier, changer des paradigmes qui ont déjà été changés par le passé, effectivement, mais la société mais maintenant, évolue. il faut les appliquer, la société évolue, il faut vivre avec son temps, et une loi risque de s'étaler sur 10 ans, peut-être 15-20 ans. On a intérêt à être avant-gardiste, à suivre le mouvement et à faire en sorte que ce soit à garantir, à être juste, parce que c'est ça. Il faut être juste, il faut faire en sorte, il faut faire en sorte que la démocratie assure la paix dans la société. Il faut faire en sorte que la qualité de vie soit meilleure pour tout le monde, et le handicap fait partie d'ailleurs c'est un baromètre de ce bien-être sociétal qu'il faut absolument garantir pour tous. Qu'il faut garantir pour tous. On est très heureux pour cette nouvelle casquette. Donc vous êtes présidente, je le rappelle, de la Fondation Elias pour autisme, mais également aujourd'hui donc membre de cet observatoire, ou comment vous l'appelez déjà? Partenaire du réseau. Voilà, nous sommes membres du réseau Développement et Droits de l'Homme. Oui, où l'Algérie est en train quand même de prendre le sujet au sérieux. Elle l'a déjà fait, mais là, c'est d'une manière plus organisée. C'est une nouvelle page qui commence. Ça augure d'une belle année 2024-2025. Oui.
On reste optimiste et on y croit également. En tout cas, j'imagine que vous resterez vigilants en tant qu'association, en tant que, en tant que société civile, absolument. Et ce sera pour le bonheur de tous ces enfants qui ont aussi droit de vivre dans cette Algérie avec prospérité, avec aussi beaucoup d'espoir et un avenir certain, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Madame Assid, Farah. On renouvellera cela. Oui, avec grand plaisir. Très prochainement, dès que vous aurez, parce que votre programme est toujours très dense et très chargé tout au long de l'année, et on se fera un plaisir d'annoncer vos événements en faveur justement des handicapés. Tout le plaisir sera pour nous. Très bien. Pour les enfants. Voilà, dans le cadre de vos luttes, vous intégrez quelque chose qu'on appelle la musicothérapie, aussi l'équithérapie, justement pour accompagner ces enfants. Et aujourd'hui, on a choisi de présenter ce reportage qui parle justement de cet aspect en particulier. C'est en faveur des autistes qu'a été créée donc cette classe de musicothérapie. Et c'est Lamia Boudbouda qui était présente lors de ces cours dispensés à l'effet justement d'apporter un certain bien-être et d'un accompagnement à ces enfants en situation de handicap. Merci infiniment encore une fois, Madame Assid. Et je vous laisse apprécier le compte-rendu de Lamia tout de suite. À petits pas et en douceur, Bilal Hamza a su, à travers les notes et mélodies, aider ses enfants à découvrir un monde où ils peuvent s'exprimer librement. Un monde où chaque note est une victoire sur l'autisme. Avec Ré en bas. Moi, j'ai été touché par ces enfants parce qu'ils sont marginalisés par la société. Ils ne sont pas scolarisés. Donc, quand on me propose ça, je ne peux que dire oui. Même si la tâche elle est vraiment difficile, il ne faut pas se mentir. C'est difficile pour moi, autant que prof, c'est difficile aussi pour l'élève, bien sûr. Et ça demande beaucoup de patience et ça prend plus de temps. Yanis joue de célèbres partitions allant de Chopin à Beethoven. La musique l'apaise. Très bien, très bien. Et j'ai joué du piano. Depuis petit. Un enfant, un tout petit garçon. Quelles sont les pièces célèbres que tu sais jouer? Dis-moi. Valse favorite, sonatine, c'est gentil, Carnaval de Venise et Bourrée d'Auvergne. Grâce au soutien de son professeur, l'apprentissage du piano a permis à Isra une meilleure concentration et une amélioration de la communication. مع الأول كان يجيني البيانو صعيب ومن بعد كيعلمني الأستاذ ولا يجيني سهل. كنت أتعلم مليح والأستاذ تاعي علمني مليح. الحلم تاعي نولي ندخل المعهد العالي للموسيقى. Avant, elle ne communiquait pas avec nous et même avec ses camarades. Maintenant, avec la musique, elle s'exprime mieux et elle a même tissé des amitiés. Pour les parents, ces cours sont une réelle bouffée d'air frais où les enfants peuvent s'épanouir. Hamza Bilal, qui nous a beaucoup aidés, et il savait que c'est un enseignant qui a beaucoup de recul, de sagesse, et qui sait s'adresser aux enfants autistes. Et il a commencé petit à petit. Certes, il bénéficie d'1 heure par semaine, c'est insuffisant, mais toujours est-il qu'il a beaucoup appris à jouer certains morceaux tels que Mozart, Beethoven et pas mal d'autres compositeurs de renommée mondiale. Pétri de talent et de patience, Bilal Hamza est un exemple à suivre pour l'épanouissement de ses enfants. Tu chantes bien, hein, tu as une belle voix. Tu m'as caché ça. Voilà, merci à Lamia Boudbouda pour ce beau reportage donc, qui nous a
directement montrer l'intérêt porté par justement le mouvement associatif à la musicothérapie. Alors tout de suite, on va parler encore de la rentrée sociale, mais différemment cette fois-ci avec la rubrique Safety Road qui s'installe. Hasna Zouberi vous en dira plus ce matin. Bonjour Hasna. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, en alhamdoulilah. forme? Oui, oui, alhamdoulilah. Il est toujours utile, n'est-ce pas, de rappeler. Exactement, Voilà, exactement. il est toujours utile de rappeler. On se dit, ça y est, on a tout dit, mais jamais. Parce que les réflexes et les mauvais réflexes, notamment les mauvais comportements, sont toujours là. Peuvent nous coûter très très cher, Radia. On a fait la plupart des parents ont fait la rentrée, ont assisté à la rentrée de leurs enfants hier, à la rentrée scolaire. La rentrée sociale s'est passée il y a quelques semaines. D'autres sont toujours en vacances, vont faire leur rentrée sociale prochainement et professionnelle. Aujourd'hui, Radia, il est important de rappeler que toujours il faut faire très attention par rapport à la conduite. Hier, on a vu à proximité des écoles, des établissements scolaires, plusieurs brigades de police, notamment en milieu urbain, des barrages de la gendarmerie nationale en milieu sur les scolaires autoroutes et tout. Voilà, donc il faut faire très très attention par rapport à cette rentrée. Un enfant, c'est précieux. C'est l'avenir de notre pays. Un peu plus tôt, prévoir donc de la circulation, c'est tout à fait normal. Il y a des embouteillages un peu partout, pas seulement dans les grandes villes. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation qui ont été lancées bien avant cette rentrée scolaire. Et au sein de l'école même, parce que le ministère de l'Éducation nationale a bien sûr instruit depuis déjà, c'est déjà en cours depuis plusieurs saisons, un cours justement de sensibilisation en premier lieu, c'est-à-dire dès la rentrée, on donne un cours de sensibilisation. D'ailleurs, un de mes enfants hier me l'a dit, maman, on a fait ce que tu fais quotidiennement. On a fait Safety Road à l'école. Ce que tu fais quotidiennement, on l'a fait à l'école, et c'est bien de voir que ils ont dialogué, ils ont parlé de ça. Exactement. Donc le premier cours hier sur les 3 paliers, donc dans les 3 paliers scolaires, heureusement d'ailleurs, donc ils avaient choisi sécurité routière et vigilance des enfants à proximité des établissements scolaires. Et moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, une excellente même. Ils vont moins courir sur les... Oui, il faut savoir aussi... à la sortie, parce qu'ils sont pleins d'énergie. Les enfants, quand ils sortent, ils ont envie de courir vers leurs parents. Et des fois, ça peut être dangereux. Je pense qu'ils sont de plus en plus conscients, vu que l'année passée, il y a eu une nouvelle matière qui a été intégrée. On avait parlé la saison passée, si vous vous rappelez, à la DIA. Donc, on a vu l'introduction d'une nouvelle matière, à savoir sécurité et prévention routière, dans le manuel scolaire l'année passée. Donc c'était une excellente initiative du ministère de l'Éducation pour former cette nouvelle génération aux bons réflexes, disons. Voilà, on aura certainement une relève dans quelques années, dans 10 ans, on aura peut-être comment dire, Hasna Junior qui viendra présenter. Ils n'ont pas vraiment le réflexe du journaliste, mais oui, qui sait, peut-être que ça va changer. Alors aujourd'hui, justement, pour étayer vos propos, Hasna, vous nous avez amené un reportage. Donc un reportage qui a été réalisé par notre collègue Yanis Aït Belkacem au niveau du commandement de la gendarmerie nationale à Chiraga, qui est revenu un peu sur le bilan des accidents de la circulation durant la saison estivale et donner quelques précautions recommandations aux utilisateurs de la route pour cette rentrée sociale. Voilà, désolé. C'est parti. Nous sommes ici au niveau du centre de contrôle relevant de la brigade de la gendarmerie nationale. Dans cette salle de télésurveillance, rien n'est laissé au hasard. Ici, chaque axe routier est contrôlé et chaque accident est enregistré pour être signalé. Durant la saison estivale, les routes sont souvent le théâtre de nombreux drames. Pendant les mois de la saison estivale, 1783 accidents de la route ont été enregistrés, causant malheureusement 662 décès et plus de 2800 blessés. Ces accidents tragiques sont hélas principalement dus à des erreurs humaines qui demeurent la cause principale de ce bilan dramatique. Ce matin encore, notre caméra a filmé en direct un appel d'urgence signalant un grave accident à Djelfa qui a coûté la vie à 3 personnes.
L'accident a été causé par un dépassement dangereux effectué par le conducteur d'un véhicule entraînant une collision directe avec un bus de transport de passagers. Cet accident a provoqué l'incendie des 2 véhicules et la mort de 7 personnes. Nous mentionnons également d'autres accidents graves causés par la vitesse excessive, comme l'accident mortel survenu aujourd'hui à Jelfa, qui a entraîné le décès de 3 personnes en raison de l'excès de vitesse. Grâce à ces écrans, les agents de la gendarmerie nationale peuvent repérer le lieu et constater la gravité de l'accident, ce qui permettra aux brigades d'intervention de la gendarmerie et celles de la protection civile de procéder rapidement à une opération de sauvetage et de fluidifier le trafic routier, souvent enregistré après un accident de la circulation. La vitesse excessive reste la principale cause de ces accidents de la route, en plus de certaines manœuvres dangereuses, telles que les dépassements risqués qui contribuent de manière significative aux accidents de la circulation. L'inattention des conducteurs est également devenue une cause majeure d'accidents en raison du non-respect des règles de conduite sécuritaire et du manque de concentration au volant. Et afin d'endiguer ce phénomène qui prend de l'ampleur, la gendarmerie nationale a intensifié ses contrôles et multiplié ses opérations de sensibilisation, notamment à l'approche de la rentrée sociale où le trafic routier est souvent dense. La direction de la sécurité routière lance une campagne de sensibilisation à l'occasion de la rentrée sociale pour rappeler aux conducteurs l'importance du respect des règles de circulation, et notamment en raison des conditions météorologiques variables et des risques accrus d'accidents. Il est recommandé aux usagers de la route de rester vigilants et prudents. Les services de la gendarmerie nationale demeurent mobilisés pour la préservation de la sûreté publique et pour sécuriser les routes, devenues un véritable danger pour les usagers. Cependant, la vigilance reste de mise. Voilà, le terme de vigilance revient souvent dans Safety Road aujourd'hui. Exactement. Il y a de quoi, on déplore vraiment tous ces morts. D'ailleurs, le lieutenant-colonel Darif Boulhia, il avait cité dans ce reportage réalisé par notre collègue Yanis, donc durant les 8 mois, premiers mois de l'année en cours, entre le 1er janvier et le 31 août passé, 2200 morts ont été enregistrés sur nos routes. On le déplore malheureusement seulement durant la saison estivale entre le 1er juin et le 15 septembre, 810 décès. Donc ce qui n'est pas rien, c'est un lourd bilan. Absolument. Malgré toutes les campagnes. C'est vraiment triste. Et tout le travail qui a été effectué sur le terrain, que ce soit par les services de l'ordre ou les associations qui font de la prévention routière, et on voit que le bilan ne cesse d'augmenter malheureusement. Hélas, et puis cette semaine a été une semaine un peu meurtrière. Vraiment, sur plusieurs axes autoroutiers. J'ai tenu à revenir sur trois accidents notamment qui nous ont marqué la semaine écoulée, à savoir le premier accident tragique qui a été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa et qui a malheureusement emporté deux personnes, dont un enfant de 11 ans. Un enfant et son papa, donc des familles qui sont endeuillées pratiquement quotidiennement. Un deuxième accident aussi tragique que le premier, malheureusement. Donc moi, je voulais montrer les photos qui ont été d'ailleurs partagées sur les réseaux sociaux. Je pense que pratiquement tout le monde les a vues. Donc qui a été enregistré au niveau de l'Mriyar, dans le sud, et qui a emporté une personne et blessé 13 personnes. Donc c'était un accident, une collision entre un bus et un camion. J'avais deviné que c'était donc un bus, quand il y a autant de blessés et de morts, certainement, donc c'est des transporteurs. Et le troisième et le plus meurtrier des trois, c'est au niveau de Tougourt, dans la wilaya de Ouargla, et qui a emporté, malheureusement, qui a décimé 7 personnes, donc 7 personnes de la même famille, dont 2 enfants qui ont été décédés sur place. Comme on dit chez nous. Dieu prête la force à toutes les familles endeuillées, et bien sûr on s'incline à la mémoire de toutes ces personnes qu'on a perdues sur les routes. C'est vraiment dire que c'est utile de rappeler encore. Et c'était juste une semaine avant la rentrée scolaire, donc c'était un enfant de 11 ans. J'imagine que c'est les familles qui étaient en vacances en famille, qui devaient rentrer justement pour la rentrée scolaire, et malheureusement ces accidents ont eu lieu. Oui, absolument. Et donc, est-ce qu'on connaît la cause la plus importante de ces accidents? Bien Alors, sûr, pour les coûte bus, la vie à beaucoup de pour citoyens.
bus, malheureusement, et c'est très récurrent ces dernières années, je dirais même ces derniers mois, c'est le non-contrôle des véhicules et carrément c'est la pièce de rechange. Aujourd'hui, on voit que les bus ne font pas attention. Parfois, c'est pas de leur faute. Les conducteurs du moins, mais les propriétaires devraient être plus vigilants. Exactement, quand même, il faut être plus vigilant par rapport à ce sujet. Et puis le facteur humain revient, c'est l'inconscience. Si on voyage la nuit, donc si on prend le volant la nuit, donc c'est l'insomnie au volant qui revient. Plutôt la somnolence. La somnolence plutôt au volant. Et voilà, donc Radia, c'est les mêmes facteurs. Et c'est les mêmes causes qui causent toujours les mêmes accidents. En tout cas, on détaillera davantage dans les prochains rendez-vous, Inch'Allah. n'est-ce pas? Donc dans Safety Road avec vous, Hasna. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et voilà, bon courage. Je pense que vous allez sur les routes là. Oui, on va sortir. Bon vent. On commence à préparer la nouvelle saison de l'émission qui est dédiée à la sécurité routière sur Canal Algérie. Donc voilà, une nouvelle saison qui s'annonce. Sécurité routière encore, voilà, avec de plus amples détails. Voilà. Bien sûr, ce rendez-vous sera certainement très attendu par nos téléspectateurs. En tout cas, nous on vous retrouvera dès lundi prochain, n'est-ce pas? Inch'Allah. Oui. À très vite. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain, Inch'Allah. On a beaucoup parlé de rentrée sociale, de rentrée scolaire également depuis hier, parce que c'était vraiment le point de départ de cette année scolaire 2024-2025. En tout cas, l'Algérie a toujours ouvert les bras aux étudiants palestiniens qui viennent en masse justement s'abreuver du savoir chez nous, suivre justement les différents cursus dispensés. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie donc représentative de cette communauté palestinienne vivant en Algérie. Et c'est Walid Yousfi justement qui les a suivis lors de cette rentrée scolaire. Loin de la guerre et des bombardements, heureux et parés de leurs plus beaux vêtements, Nadine et Amir, deux enfants palestiniens, entament aujourd'hui leur année scolaire à plusieurs milliers de kilomètres de leur mère patrie. Ils font partie des 26 enfants palestiniens recueillis par l'Algérie et résidant au centre de repos des Moudjahidines de Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza. Je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis dans votre pays et de nous permettre de poursuivre notre scolarité dans vos écoles. Je m'apprête à rejoindre mon école. Je suis en 5e année primaire. Nous aimons l'Algérie. Nos enfants et nous sommes reconnaissants de l'accueil que nous a réservé l'Algérie, un pays merveilleux. Nous remercions le président de la République et le ministre des Moudjahidines, sans oublier le peuple algérien pour son accueil chaleureux, mais aussi pour l'amour et la solidarité qu'il nous manifeste au quotidien. À l'instar des autres établissements scolaires dans lesquels ils sont inscrits, c'est en grande pompe que le collège Youss Abdallah de Ain Tagoureit a accueilli les élèves issus de la bande de Gaza. Je remercie le président de la République, le ministre des Moudjahidines et la directrice de l'école pour tous leurs efforts. Nous sommes heureux de voir nos enfants entamer leur année scolaire ici en Algérie et de les voir être accueillis d'une aussi belle manière. Ils sont traités comme les élèves algériens, sans distinction aucune, et bénéficient de tous les droits dont bénéficie n'importe quel citoyen algérien. Les enfants palestiniens ont été inscrits dans les écoles algériennes. Tous leurs besoins ont été pris en charge. Ils ont également bénéficié d'un accompagnement psychologique par un personnel spécialisé en collaboration avec des conseillers pédagogiques. Nous avons procédé à l'installation d'une commission pédagogique composée d'inspecteurs des 3 paliers de différentes spécialités. La commission a été chargée de l'examen de toutes les pièces d'identité dont disposaient ces élèves et a permis de définir leur niveau scolaire. Tous les moyens ont donc été mobilisés pour permettre à ces enfants de commencer cette année scolaire dans les meilleures conditions en mettant à leur disposition toutes les ressources utiles pour réussir leur parcours scolaire. Et pour la réussite justement de la rentrée scolaire, les enfants aussi ont besoin d'entrer dans une phase transitoire. Donc après une longue absence des bancs de l'école, des vacances qui auront duré près de 4 mois cette année. Donc ils ont acquis certaines habitudes, notamment en matière d'alimentation. Et aujourd'hui, on va parler de ces habitudes, les plus mauvaises comme les bonnes. Et les meilleurs conseils, justement, seront prodigués ce matin par Madame Ania Sril, qui est notre nutritionniste dans cette émission. Elle est nutrithérapeute, d'ailleurs, de par son métier. Bonjour, docteur. Bonjour. Ça va?
Ça va, merci. Beaucoup de stress, on le sait, avec le trafic Avec routier. la rentrée et tout. La rentrée implique aussi une densité du trafic routier. Vous en avez pâti ce matin. Exactement. On est là et on va commencer à parler nutrition, votre dada, votre cheval de bataille au quotidien, n'est-ce pas? Exactement. Donc les enfants, pendant les vacances, mangent différemment. Ils ont un rythme de vie qui est différent. Aujourd'hui, il s'agit d'une rentrée scolaire, d'un autre rythme qui s'annonce. Et comment justement les accompagner pendant cette rentrée? Justement, c'est la rentrée scolaire et donc on va laisser un petit peu derrière ces 3 mois de glace au chocolat, par exemple, de friture, etc. Tout ce qui est un petit peu typique de l'été et on va essayer d'instaurer un nouveau rythme. C'est une occasion pour un nouveau départ, pour faire justement cette transition et de donner à l'enfant de nouvelles habitudes. Car en nutrithérapie, comme on l'a déjà expliqué, il ne s'agit pas d'aliments interdits pendant une telle période ou d'aliments qui sont permis, c'est plutôt des habitudes alimentaires à instaurer au long cours. Et on va essayer de mettre l'accent sur deux repas de la journée, plutôt le goûter et le petit déjeuner. C'est plutôt ça, car les repas, ça va changer un petit peu, c'est normal, on va passer à l'automne et l'hiver, ça sera des repas plus chauds, ça sera plus nutritif aussi avec tous les légumes qu'on a pour ces saisons-là. Mais on va essayer de mettre l'accent à la rentrée scolaire. Allez, on se concentre sur la période où on est à l'école, ou avant d'aller à l'école aussi. Voilà, exactement. Le petit déjeuner tout d'abord. Voilà, il faudrait d'abord que ce soit équilibré. Mais pour que ça soit pratique, pour que ça soit réalisable par les parents, ce n'est pas toujours évident d'avoir un petit déjeuner chaque jour équilibré ou un goûter équilibré. Il faudrait d'abord que les parents ne stressent pas trop à ce sujet. On peut parfois faire des petites... on va dire des petits écarts. On peut se permettre ça pour faire passer à l'enfant des repas sains à côté de quelques petits biscuits par exemple, etc. Qu'il aime et qu'il favorise en général. Tout d'abord, le petit déjeuner. Si on applique la chrononutrition, c'est-à-dire la nutrition en fonction déjà du rythme du cortisol de la journée, du rythme du métabolisme, de la digestion, on va essayer de favoriser le matin des repas qui sont beaucoup moins sucrés. Et on va essayer de laisser les repas qui sont plus sucrés pour le goûter de 4 heures. Le petit déjeuner, on va essayer de mettre tout ce qui est un petit peu le bon gras, le beurre, les fromages, les œufs. C'est pas évident à appliquer, mais encore une fois... On peut apprendre à son enfant la consommation d'un œuf le matin, un œuf dur ou un œuf pas brouillé. En essayant un petit peu de le rendre plus goûteux, par exemple une omelette avec du miel, ça peut toujours passer. Justement, on peut faire en sorte que ça passe. Comme nos grands-mères faisaient. Oui, là on peut intégrer le miel, l'œuf. Exactement. Et voilà, et la semoule, et ça peut être... Et là, on va apporter des glucides qui sont plutôt bons si c'est du vrai miel. Idéalement bien sûr, et des œufs pour les protéines. L'idéal, c'est que le petit déjeuner soit composé de protéines, de glucides, et on va apporter des sucres lents à travers des céréales complètes. On va essayer d'éviter le maximum les farines, on va essayer d'éviter le maximum les biscuits industriels, en essayant de faire les biscuits maison, et pour ça on va adopter la congélation si on n'arrive pas à faire ça quotidiennement. Ça peut aider à avoir tous les jours des biscuits faits maison. Ça fait toujours plaisir à l'enfant et en même temps ce n'est pas industriel. Cake, exactement. Des cookies, ça peut être, Pour les céréales aussi, des céréales complètes à travers, comme vous dites, des cakes, etc., du pain complet. Des exemples de petits déjeuners, par exemple, on peut du chocolat noir, des morceaux, des carrés de chocolat noir avec un morceau. De la banane. Oui. C'est à de la banane, ça peut donner des mets savoureux, effectivement. Exactement, des compotes de fruits. Voilà, ça dépend de l'âge aussi, mais des compotes de fruits. Comme je le disais pour les céréales, du pain complet, des cakes faits maison. On va essayer d'éviter le maximum tout ce qui est céréales industrielles, parce que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui apportent, qui sont peu sucrés. La majorité comporte beaucoup de sucre. Et du coup, on va essayer donc d'apporter des fibres aussi à travers les fruits, comme vous venez de le dire. Donc un fruit, un produit laitier, un yaourt idéalement. Voilà.
Le jus de fruits, on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter car comme... Je voyais un verre de jus, j'allais vous poser la question justement, docteur. Pour le Donc, jus de plaisir. fruits, c'est beaucoup d'acidité le matin. Exactement, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de sucre qui va être mal digéré car il n'y a pas de fibres dans un jus de fruits. Quand on mange un fruit directement, il y a les fibres avec qui vont nous aider à faire passer tout ce sucre. Mais pour un jus de fruits comme ça, tout simple, non. D'ailleurs, vous m'avez rappelé une anecdote où ça fait quelques années, j'ai eu en consultation de nutrithérapie, en conseil nutritionnel, une maman avec sa fille. Et elle était étonnée quand je lui ai dit que le jus de fruits industriel n'apportait pas... Absolument rien. N'apportait rien du tout. Et c'est là que commence l'éducation déjà de l'enfant au goût, mais aussi à tout ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Il faut d'abord faire le ménage. Il faut faire le ménage dans tout ce qui est un petit peu évident et qui ne l'est pas pour tout le monde. C'est déjà la première étape à faire. Des chips, par exemple, je vois beaucoup de parents qui mettent un paquet de chips dans le sac à dos de leur enfant pour le goûter. Encore une fois, occasionnellement, tout est permis, pour le plaisir. Mais pour un goûter, des chips ou... On a une variété de jus de... Mais il y a des jus de légumes là-dedans, c'est peut-être... Pour quel moment dans la journée? Les jus de légumes, c'est parfait. Les jus de légumes, c'est parfait. Les jus de légumes, c'est possible. C'est voilà, parfait. Très bien. On peut même en faire en avance, les congeler, ça n'abîme absolument pas les nutriments qu'il y a dedans. Exactement. Donc pour continuer dans la chrononutrition, le mieux, c'est de garder tout ce qui est légèrement sucré comme les fruits pour le goûter pour l'après-midi et pour le petit déjeuner, favoriser tout ce qui est céréales complètes, tout ce qui est protéines, tout ce qui est beurre par exemple, fromage. Le chocolat noir est permis, il n'est pas très sucré par exemple, et essayer de laisser tout ce qui est un petit peu plus sucré pour le goûter de l'après-midi tout en restant un petit peu équilibré. Les glucides toujours, les protéines. Et, voilà, moi j'ai envie de donner une astuce, c'est-à-dire si le chocolat à 70% semble amer à nos enfants, il faut l'adoucir avec justement, en préparant une petite crème à base de banane. Donc on mixe banane et chocolat et ça donne une mixture comme ça qu'on peut consommer le matin, qu'on donne et voilà, c'est un bon dessert qui a beaucoup de valeurs nutritives. Il y a beaucoup de petites recettes comme ça qui font que l'enfant va adhérer à ces aliments. Tous ces changements reposent vraiment sur celui qui prépare ce petit déjeuner, en l'occurrence les parents. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la maman, du papa, de la maman, de leur rôle pour motiver l'enfant à... Pour le protéger surtout. Exactement. Il faut dire que c'est bon pour sa santé. C'est des habitudes qui vont durer. C'est ça l'éducation au goût, c'est instauré dès l'enfance. La santé, c'est dans l'assiette, vous dit notre réalisatrice. Exactement, elle a bien raison. Voilà, vous avez parlé du goûter de l'après-midi, mais et le repas de midi? Ou peut-être le goûter d'abord, on devait parler de goûter. Le goûter. Oui, comme je l'ai dit, pour le goûter, on peut se permettre des fruits. Par exemple, on a la chance d'être dans un pays où il y a certains fruits extrêmement nutritifs comme les dattes par exemple. On peut en trouver un petit peu toute l'année. On est le pays de la date quand même. Exactement, voilà, et de la meilleure date. Donc on peut déjà mettre des fruits comme des dattes, des bananes qu'on trouve un petit peu tout au long de l'année et varier bien sûr en fonction des saisons. Et aussi il faut penser au côté pratique. Voilà, par exemple, on a parlé des compotes, c'est pas très évident, mais un fruit à emporter, c'est plus évident pour l'école, par exemple. Du chocolat noir, encore une fois. Des petits sandwichs, des mini sandwichs à emporter, oui, ça peut être très intéressant. Pain complet, vous dites, voilà, des petites tartines de pain complet. Mais ça, il faudrait vraiment que ce soit une habitude. C'est pas évident pour l'enfant non plus, mais il faut l'instaurer petit à petit. Je suis contre le fait de forcer un enfant à manger quelque chose même de sain et de bon pour lui. Parce que même si vous faites tous ces efforts, il faut dire que l'enfant, au contact des autres, va manger des petits biscuits par-ci, des petites chips par-là. Au moins, on le protège avant. Mais il peut aussi influencer les autres parfois. Peut-être, qui sait, peut-être qu'ils apprécieraient. Exactement. On peut mettre aussi des légumes, comme vous avez dit, comme des petits bâtonnets de carottes.
Les enfants aiment ça en général, les petits bâtonnets de carottes, des petits bâtonnets de légumes et toujours essayer de rajouter quelque chose qui va lui plaire. C'est-à-dire faire passer cet aliment sain qui n'est pas si goûteux que ça pour lui avec un petit biscuit par exemple. On peut faire quelques écarts. Encore une fois, quand on a commencé l'émission, j'avais parlé de petits écarts pour faire passer un petit peu ça plus facilement et que ça reste une habitude tout au long de l'année. Très bien. Vous prévoyez donc qu'il y ait un goûter aussi l'après-midi? Oui. Goûter le matin, goûter l'après-midi, c'est recommandé? Plutôt un petit déjeuner le matin et une collation à 4 heures. Et une petite collation encore à 4 heures. Et bien sûr, si l'enfant a faim, on peut toujours lui donner quelque chose de léger à manger. On va aussi être à l'écoute de Cette faim est importante pour sa croissance, dites-moi, docteur. Qu'est-ce qui est Parce que ce important? sont des enfants en pleine croissance. Est-ce que le fait d'avoir un petit peu faim, c'est important pour... c'est à entretenir aussi quelque part? C'est très important, car quand on a faim, quand l'enfant a faim, quand on le laisse un petit peu avoir faim, déjà il va manger plus. Il va apprécier plus le repas, mais aussi la faim va stimuler dans son corps l'hormone de croissance, la GH, la growth hormone. Et cette sensation de faim va stimuler cette baisse de glycémie va stimuler cette hormone qui va l'aider forcément à grandir. Et c'est pour ça que même pendant la période de la préadolescence, le jeûne, ça peut être très intéressant pour les préadolescents. En tout cas, des rations ne doivent pas être trop copieuses pendant la journée. Du tout. Et il faut qu'elles soient légères, pas trop copieux le repas de midi, pour permettre à cet enfant d'apprécier son goûter et toute sa journée. Reprendre aussi les cours en étant léger, en se sentant un peu plus léger pour pouvoir se concentrer. Car la digestion, lorsqu'un enfant, vous lui donnez un repas qui est un peu gras, qui est un peu copieux, il va dépenser de l'énergie pour brûler toutes ces graisses, pour brûler tout ça. Et ça va donner un coup de fatigue. Et du coup, évidemment, il faudrait avoir des petites portions et des repas plutôt légers pour lui permettre de reprendre ses cours d'après-midi par exemple ou son activité physique par exemple plus sereinement. Merci beaucoup Agnès Sohir pour ces petits conseils. Donc je pense qu'on en aura d'autres très prochainement. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette séquence avec notre nutrithérapeute ici présente, qu'on remercie infiniment et à qui on souhaite une bonne journée. Merci à vous. Excellente journée à tous. En tout cas, vous avez attendu certainement depuis le début de cette émission l'arrivée de votre idole. Si vous aimez Leila Boursali, elle sera à mes côtés dans un instant. Mais avant, on va apprécier sa voix cristalline, cette excellente interprète justement de musique andalouse. Donc, va certainement vous séduire avec ce petit extrait.
justement ces mêmes paroles pour souhaiter la bienvenue à notre invité. Ahlan wa sahlan, bizin al-wilah. Merci beaucoup, bonjour. بمنظر بمنظرنا. اهلا بك ومرحبا يعني ان شاء الله زياره خفيفه qui nous permettra aussi d'annoncer de belles choses à nos téléspectateurs ce matin, surtout vos idoles, vos fans, parce que vous êtes leur idole. Ça va? Très bien, bienvenue, très bien, merci. Donc, bienvenue Lila Bolsali, vous êtes là justement pour annoncer un bel événement. Là, on vient d'écouter un extrait, c'est certainement un bon souvenir, mais qui coïncidait avec une période très difficile. Hein. Oui, bon d'abord, ça c'était une des éditions de la rentrée en Nouba, le sujet du jour donc. Tout à fait. Et c'était une rentrée en Nouba assez particulière puisque c'était du temps du Covid et elle était de manière digitale. On ne voulait absolument pas s'arrêter justement cette chaîne. Depuis 2015, on présente la rentrée en Nouba et donc même pendant le Covid, on a essayé de présenter quelque chose au public. Très bien, donc ça permet de revisiter tout ce répertoire donc, de musique andalouse. Vous êtes une fervente parmi les défenseurs justement de cet héritage. Et vous essayez toujours de le rapprocher de plus en plus au public. Et vous avez fidélisé justement ce public par rapport à cette rentrée en Nouba. On vous attend chaque mois de septembre. Hein. Oui, c'est incroyable comment dès la fin du mois d'août, comme vous avez dit, les fans, mais bon, les gens qui nous suivent nous écrivent pour nous demander la date de la rentrée en Nouba. Cette année, on l'a voulu un petit peu plus tard que d'habitude. La rentrée scolaire se fait un petit peu plus tard aussi, donc on essaye toujours de s'adapter, d'arranger les parents pour que notre rentrée ne coïncide pas avec la rentrée des enfants. Et donc voilà, donc depuis 2015, effectivement, on présente la Nouba à sa manière la plus classique. Vous savez que pendant toute l'année, on puise de ce patrimoine, on puise de cette Nouba pour faire des choses un petit peu différentes. Mais à la rentrée, on veut présenter une Nouba pour que les gens puissent, déjà les puristes, puissent apprécier. Et puis ceux qui nous ont suivis pendant toute l'année puissent aussi apprécier la Nouba d'une manière plus conventionnelle, on va dire. Absolument, en tout cas, vous avez, comme certains artistes le font aussi à votre actif, plusieurs CD qui permettent justement d'avoir avec votre voix une interprétation particulière de cet héritage. Donc il y a énormément de Nouba que vous avez enregistré avec votre orchestre. Oui, tout à fait. Orchestres oui, tout à fait. Quand j'ai commencé ma carrière artistique en solo, puisque bon, j'avais déjà un parcours assez long dans le mouvement associatif avant, quand j'ai commencé mon premier album, il était dans le housey. Et puis j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'évoluer plus dans la Nouba. Et à partir du deuxième, je n'ai enregistré que des Nouba jusqu'en 2015 où j'ai commencé avec la collaboration de M. Tawfiq Ben Rabrit, la Nouba contemporaine. Et là, je suis à ma troisième Nouba contemporaine puisqu'il y aura la sortie de mon nouvel album pour les 10 ans de la rentrée en Nouba. Voilà. Les téléspectateurs qui nous suivent ont besoin certainement déjà de savoir les dates. Alors le 3 et le 4, vous serez à l'Opéra à l'occasion de ce double événement, la rentrée en Nouba et la présentation du nouvel album dont vous venez de parler, donc qui est aussi pour la partie parole et musique arrangée par Monsieur Tawfiq Ben Rabrit. Tout à fait. Cette année, nous avons imaginé l'événement en 2 dates à l'Opéra Boualem Saïah, ici à Alger. La première date donc consiste à présenter le nouvel album qu'on a appelé Massar, c'est-à-dire parcours. Et c'est vraiment dans cet album une recherche de soi, des questionnements, quelques petites réponses, parce qu'au bout d'un certain temps, on se connaît mieux, on commence à trouver quelques réponses, voilà. Mais on laisse la porte ouverte justement à l'avenir. Et puis en deuxième lieu, enfin le deuxième jour, nous allons faire un genre de best-of avec quelques artistes qui m'ont fait l'honneur d'être présents avec nous et de partager avec nous cette fête qui est les 10 ans de la rentrée en Nouba. D'autres interprètes, donc est-ce que vous êtes prête à dévoiler le nom ou est-ce que vous voulez laisser la surprise au public? Alors j'aimerais bien laisser la surprise et puis les laisser deviner, je pense jusqu'à quelques jours peut-être avant le concert. Ce sont des artistes avec qui je suis déjà montée sur scène de plusieurs écoles et voilà, donc
parce que comme vous le savez, je suis très ouverte aussi aux autres écoles. Avec tout mon orchestre, on a ouvert des portes et on a construit des ponts avec d'autres écoles de la musique andalouse. Et ça, c'est très important de montrer que la musique andalouse est une seule famille. Nous avons plusieurs façons de l'interpréter, mais nous restons quand même une seule famille. Absolument. Vous-même, vous êtes originaire de Tlemcen, donc il y a une manière de faire à Tlemcen, mais vous avez aussi très bien composé avec la Sanaa. Oui. Ça s'est fait le plus normalement possible, le plus naturellement du monde. Vous savez, on ne peut pas rester imperméable à l'entourage. Je pense que l'être humain doit s'adapter à l'entourage dans lequel il vit, et ce n'est qu'une façon d'exprimer justement son contentement de la situation. C'est-à-dire, j'étais ici à Alger, j'ai évolué dans la Sanaa aussi, et c'est tout à fait normal qu'elle laisse des traces sur moi. On va vous écouter donc Lila tout de suite dans cet extrait que vous nous avez amené, qui un petit peu nous donne un avant-goût de ce spectacle. عشر سنين وكأنها مسروقة من العمر شرفتونا وساندتونا عام بعد عام ونوبة بعد نوبة. نخليها لكم مفاجأة. مساء الخير في ليان. موعدنا لو 3 4 أكتوبر هذا العام في دار الأوبرا الجزائر بوعلان بالسايح. D'abord, la sortie d'un nouvel album sous le plein d'autres surprises. تابعونا. وباش نحتفلوا بهذه العشر سنوات حبينا نتفكروا للمية ومومون دي 9 dernières éditions. 10 سنين وكأنها مسروقة من العمر. تحبوهم شرفتونا وساندتونا عام بعد عام ونوبة بعد نوبة. Un petit décalage au niveau du son, mais qui sera réglé dans un instant. Mais c'est une belle manière, en tout cas, une belle entrée en matière et une belle annonce de ce nouvel événement qui est important pour vous. Oui, c'est très important pour moi, surtout les 10 ans. Hein. C'est très symbolique de faire 10 ans de rentrer en Nouba, c'est extraordinaire. Mais je dis c'est extraordinaire pour le public parce que c'est le public qui nous a soutenus pendant ces 10 ans. C'est lui qui nous a donné cette force de faire et de refaire. Et on le remercie vraiment vivement et on espère qu'il soit présent aussi pour ces deux événements. C'est un vrai challenge de faire 2 dates dans une aussi grande salle. Et oui, l'Opéra Boualem Saïr, c'est une grande salle qui accueille tout à fait. Mais on met de notre côté, on promet beaucoup de surprises sur d'abord la scénographie du premier concert. Spectacle. Nous avons, j'ai pas envie de dire de donner beaucoup de détails. Mais vous nous avez habitués en tout cas à ces concerts qui se démarquent justement par votre manière justement d'annoncer les choses, de dialoguer avec votre public et aussi d'amener des petites surprises, d'intégrer des éléments scénographiques. Ça s'est fait aussi avec d'autres spectacles que vous avez présentés. Nous avons introduit la danse contemporaine, le théâtre. En tout cas, on aime bien faire dialoguer la musique avec d'autres disciplines artistiques. C'est une manière aussi de donner de la valeur à d'autres expressions artistiques et de se donner aussi de la valeur à travers ces arts aussi. Voilà, donc là, je voudrais juste dire que par rapport au 3 et au 4, nous avons aussi instauré un dress code. Parce que, en fait, étant donné que pour l'album, on est dans un esprit de recherche de soi, etc., on est vraiment dans des couleurs très, très, très claires et on aimerait que le public ait une touche de blanc pour le premier jour. Et pour le deuxième jour, on aimerait que le public ait une touche de traditionnel. Traditionnel. Voilà. Ça, c'est bien. C'est une invitation qui est lancée au public. Donc, traditionnel pour le 4. Et du blanc pour le 3, ça va un petit peu relever l'effort scénographique de cette équipe formidable qui entoure Lila Borsali. Oui. Et puis nous avons aussi cette année des expositions, une exposition photo, une exposition d'une artiste, Selma Chitour, qui va offrir en fait au public 2 tableaux. On va tirer au sort une personne chaque soir et on va offrir à cette personne un tableau de cet artiste. Excellent. Voilà. Donc en tout cas, on revient sur les images, l'annonce justement par Lila Borsali, qui va vous donner les détails, le rappel de ce qu'il y aura le 3 et le 4 tout de suite. مسار طويل 10 سنين وكأنها مسروقة من العمر
شرفتونا وساندتونا عام بعد عام ونوبة بعد نوبة. صح مساء الخير في الأيام، وإن شاء الله نزيدو نتلاقاو هذا العام pour une rentrée en Nouba spéciale. D'abord, la sortie d'un nouvel album sous le thème du parcours, مسار. وباش نحتفلوا بهذه العشر سنوات حبينا نتفكروا les meilleurs moments des 9 dernières éditions tout en partage مع فنانين اللي تحبوهم ونحبوهم. نخليها لكم مفاجأة. موعدنا le 3 et 4 octobre في دار الأوبرا الجزائر بوعلام بالسايح بألبوم جديد، موضوع جديد et plein d'autres surprises. تابعونا. Voilà des ingrédients donc, dont raffole le public de Lila Borsali. On a été très charmés, très heureux de te recevoir encore une fois. Merci à vous. Bienvenue à tout moment, justement, Lila, dans votre maison. On rappelle aussi que Jarka reprendra très prochainement, mais que vous êtes aussi sur les ondes d'Alger Chaîne 3 depuis peu de temps. Une belle aventure qui démarre aussi en radio. Oui, avec beaucoup d'émotion, parce que ça, évidemment, on se rappelle de feu Monsieur Saoudi la dernière fois qu'on avait fait une émission ensemble d'ailleurs ici à Canal Algérie. Et voilà, ça a été beaucoup de pression pour moi parce que venir, pas remplacer parce qu'il est irremplaçable, mais voilà, c'était très difficile. Mais on va plutôt dire continuer le combat et poursuivre un petit peu, être fidèle à son combat et continuer un petit peu cette aventure radiophonique qui est en faveur de la promotion de notre musique andalouse. Tout à fait. Et ça, c'est quand même très noble et voilà, c'est tout à votre honneur. On est ravis en tout cas que vous repreniez le flambeau pour ces émissions radiophoniques et qui font plaisir aux fans de musique andalouse. Merci infiniment. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter une seule chose, il y a la sortie du single, parce que dans le nouvel album, il y a la Nouba, mais il y a aussi la chanson. Et la chanson sort le 28 septembre. Très bien, sur les plateformes. Oui, sur les plateformes. Sur les plateformes, mais peut-être qu'il y a un CD le jour J. Non, parce que ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus, donc ce sera uniquement sur les plateformes. Merci beaucoup, Lila, pour cette belle présence. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi notre émission depuis le début. On vous embrasse, on vous souhaite une excellente journée. Et puis, particulièrement, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami, donc Mahrez El Hanafi, notre caméraman qu'on aime tant, et qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday alors.